Oscar Pistorius, un nom qui évoque le triomphe et la détermination. C'est une véritable star mondiale. Il a marqué l'histoire en participant aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, une première pour un athlète paralympique. Mais tout va s'arrêter le 14 février 2013, le jour de la Saint-Valentin. Oscar tire 4 fois dans la porte de la salle de bain et abat sa petite amie, Riva Steenkamp. Il dit l'avoir confondue avec un cambrioleur. Mais tu vas voir que cette histoire prend rapidement une tournure terrifiante. Alors il affirme qu'il s'agit seulement d'une terrible erreur, qu'il a paniqué, qu'il pensait protéger sa vie et celle de sa petite amie, mais très vite les doutes s'installent. Les voisins par exemple disent avoir entendu des cris juste avant les coups de feu, et la police va découvrir des faits troublants sur leur relation. Alors accident tragique ou meurtre prémédité. Dans cette affaire, les détails sont cruciaux, les zones d'ombre nombreuses, et la vérité semble presque insaisissable. Hello mes stars et bienvenue sur ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Le concept est très simple, je me maquille en vous racontant une histoire de crime. Donc si tu aimes le make-up et le crime, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire digne d'une tragédie de Shakespeare, clairement. Un athlète, une belle femme et un tragique accident. Il s'agit bien de l'affaire Oscar Pistorius. Tu vas voir que cette histoire fait vraiment réfléchir. Moi, en tout cas, elle m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, attends, accident, pas accident. Franchement, il y a eu tellement de débats sur cette affaire que j'imagine que vous aussi, elle va vous tourmenter un peu, on va dire. Bon, comme d'habitude, on va revenir sur l'enfance de notre criminel du jour. Oscar Pistorius est né le 22 novembre. Ouh, ça commence mal. Ça commence très très mal. Oscar Pistorius est né le 22 novembre 1986 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Sa famille n'était pas la plus riche, mais ils étaient quand même plutôt bien. C'était une famille de classe moyenne. À sa naissance, Oscar souffre d'une malformation congénitale qui s'appelle l'hémimélie fibulaire. L'hémimélie fibulaire. Bon, je vous mettrai la définition à l'écran, parce que bon, c'est une malformation des jambes qui fait que t'es pas capable de marcher, quoi. C'est à peu près au niveau du tibia. Enfin bref, je vais vous mettre la définition parce que je vais pas commencer à inventer des trucs là. Pour certains, la maladie est pas très grave, entre guillemets, parce qu'elle affecte seulement un membre. Donc juste avec une petite intervention chirurgicale, ça suffit pour régler le problème, quoi. Mais le truc, c'est que dans le cas d'Oscar, la déformation était assez grave et ses 2 jambes étaient atteintes. Et ses pieds aussi, je crois. En fait, le truc, c'est qu'il avait juste 2 orteils sur les pieds. Donc un peu compliqué pour marcher, quoi. Les médecins ont donc dit à ses parents que la meilleure option c'était d'amputer directement ses jambes, alors qu'il était tout bébé. Ça c'est dur quand même, hein. Surtout en tant que parent, tu te dis attends, je viens de le mettre au monde. Il a déjà des problèmes, le pauvre. Donc ses parents ont fait ce qu'ils pensaient être bon pour leur fils et ce que les médecins leur ont conseillé. Et ils l'ont fait amputer de ses 2 jambes à l'âge de 11 mois. On lui a donné des prothèses avant même qu'il ait 2 ans, ce qui fait qu'à 17 mois, Oscar était déjà capable de marcher. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, il a vraiment grandi avec ses prothèses. Genre, c'est pas comme quelqu'un qui... je sais pas moi, a un accident et puis finalement on est obligé de l'amputer, tu vois. Non, lui est littéralement né et a appris à marcher avec des prothèses. Bon, à part ce début de vie un peu compliqué, tout allait bien pour Oscar. Il avait une famille très aimante, il avait une très bonne relation avec sa mère, il était très proche d'elle. Et Oscar n'avait aucun signe d'un enfant qui allait être problématique plus tard dans sa vie, il était très équilibré, enfin il n'y a pas de soucis, quoi. Ses parents divorcent alors qu'il a seulement 7 ans, et ça forcément, ça l'a un peu affecté, comme ça affecte tous les enfants, je pense, hein, dont les parents se séparent. Ça fait qu'Oscar a principalement grandi avec sa maman. Et ce qu'on disait d'elle, c'est que c'était une femme très juste, elle s'occupait très bien de son fils, il n'y avait aucun problème particulier avec elle. Et d'ailleurs, comme une bonne mère le ferait, elle s'assurait qu'Oscar ait quand même une relation avec son père, qu'ils soient relativement proches et qu'ils se voient régulièrement malgré le fait qu'ils n'étaient plus ensemble. Ça, c'est quand même cool. Les parents d'Oscar vont prendre la décision de l'éduquer le plus possible comme un enfant normal. Il a un enfant normal, hein, mais bon, ils l'ont pas traité comme une personne handicapée, quoi, entre guillemets, même si on les traite normalement, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Dès son plus jeune âge, il a développé une passion pour le sport, et à l'école, il s'est lancé dans différents sports, comme le cricket, le football, la gymnastique et la lutte. Et Oscar était
à fond. Il participait à des triathlons, il faisait de la muscu avec son père. Il a même obtenu sa première médaille en lutte. Oscar a fréquenté le Pretoria Boys High School. Et pour lui, c'était comme se retrouver dans un nouveau monde, quoi. C'était la première fois qu'il vivait en dehors de Johannesburg. Il a dû participer au bizutage, etc. Mais apparemment, il a quand même eu une très bonne expérience. Enfin, il n'était pas mis de côté ou quoi que ce soit par rapport à son handicap. Il a commencé à jouer au rugby et au water polo. Et franchement, malgré ses prothèses, il était vraiment très doué. Rien ne l'arrêtait. Il était super motivé à réussir. Quand il pratiquait les sports, il utilisait des prothèses en forme de crochet. Elles étaient bien parce qu'elles étaient beaucoup plus légères. Mais le seul problème, c'est qu'elles se cassaient très souvent. Et forcément, ça le frustrait beaucoup parce que des fois, genre, il faisait des actions de fou. Et là, d'un coup, sa prothèse se casse et du coup, il est obligé de quitter le terrain. Enfin, je peux imaginer que ce soit vraiment grave énervant en fait. À l'âge de 15 ans, Oscar va vivre un événement qui va bouleverser sa vie. Et il s'agit du décès de sa mère suite à des complications médicales. En fait, sa mère devait se faire opérer d'une hystérectomie. Hystérectomie, ok. Une ablation de l'utérus en français. Et forcément, ça a été un événement totalement dévastateur pour Oscar. Sa mère, c'était vraiment son rocher. Comme je vous avais dit, ils étaient très très proches et elle était toujours là pour le soutenir et l'encourager. Bon, on avance un peu. En 2003, alors qu'il jouait au rugby, il va finir par se blesser. Et au début, il pensait que c'était pas vraiment grave, que c'était peut-être juste un petit claquage, un truc comme ça. Il a fini par terminer son match, mais le lendemain, il était très clair à ce stade-là qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Oh, ça m'arrivait tout le temps ça au sport, surtout quand je tombais à cheval. Et genre au début, tu sais, t'as juste un peu mal au dos parce que t'as l'adrénaline. Le lendemain matin, t'es dans un état, laisse tomber. Bon, cette blessure, elle n'était pas non plus super grave dans le sens où il n'y avait pas besoin de l'opérer, etc. Mais il a quand même eu besoin de rééducation. Dans le but de sa rééducation, il devait faire de la course et de l'aquagym. Et c'est à cette époque-là qu'Oscar a commencé à porter sa nouvelle prothèse. Et le nom de la prothèse, il est grave stylé. Elle s'appelle les cheetahs, donc les guépards en français. C'était aussi des prothèses qui étaient en forme de crochet dans un matériau que je ne connais pas bien évidemment. Et ce qui était bien avec ces prothèses-là, c'est qu'elles ne se cassaient pas comme les autres. Et ça, c'était vraiment un game changer pour Oscar parce que je pense qu'il en avait marre de ces prothèses qui cassent. La première course qu'il a effectuée avec ces prothèses-là était un 100 mètres et il a fini avec un temps de 11,72 secondes. Et quand son père a vu ça, il s'est dit « Mais attends, je crois que c'est quand même un très très bon temps ça ». Il a donc cherché sur internet un peu le temps que les autres faisaient et il s'est rendu compte qu'avec un temps pareil, Oscar se qualifierait pour un record du monde dans la catégorie paralympique. Forcément, après cette première course, Oscar avait un nouvel objectif. Et cet objectif, c'était le record du monde. Il s'est donc lancé dans un entraînement très intense et il a fini par se qualifier aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Il a fini par gagner la médaille d'argent aux 100 mètres, puis a obtenu l'or aux 200 mètres. Et il a donc établi le nouveau record du monde. Dinguerie en vrai. Mais Oscar n'était pas satisfait. Son objectif à lui, c'était de gagner des courses avec des personnes valides, des personnes qui n'avaient pas d'handicap. En 2005, il a participé au championnat d'Afrique du Sud et il a fini 6e aux 400 mètres. Et c'était sa première course contre des athlètes valides. 6e place, en vrai, c'est pas mal quand même. Et il s'est pas arrêté là parce qu'en 2007, il a participé à des compétitions internationales en terminant 2e aux 400 mètres du Gala d'Or à Rome. Je vais essayer de faire un liner inversé là. Je sais pas si vous avez déjà vu. Mais je sais pas si je suis censée faire mon teint d'abord. Non, je pense pas. Ça n'a aucun sens sinon. Mais du coup, si c'est inversé, je suis pas censée faire un eyeliner comme ça. Au fur et à mesure que la renommée d'Oscar grandissait, les gens ont commencé à se demander si ces prothèses lui donnaient pas un avantage. Je suppose que c'est parce qu'ils se disaient peut-être que genre elles rebondissent. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on dirait un peu que genre les gens qui ont des prothèses, ils rebondissent. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Il y a un petit rebond dans le truc. En 2007, la Fédération internationale d'athlétisme amateur, l'IAF, a ajouté de nouvelles règles pour interdire tout dispositif technique qui intègre des ressorts, des roues ou tout autre élément. Et beaucoup de gens avaient l'impression qu'ils visaient clairement Oscar en disant ça et en inventant cette nouvelle règle. Mais l'IAF a préféré dire que la règle avait été créée après la sortie de chaussures qui avaient des sortes de ressorts dedans et que c'était vraiment juste pour pas que ces chaussures soient utilisées en compétition. Allez savoir. Bien
Bien évidemment, Oscar, quand il a vu ça, il s'est dit ils vont pas m'embêter ceux-là. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a formé une équipe de scientifiques qui ont prouvé par A plus B que les prothèses ne lui donnaient pas d'avantage et que le mec était juste fort, quoi. On peut dire ce qu'on veut contre lui, mais le mec est chaud. La décision a donc été annulée et Oscar a pu concourir aux compétitions. Mais bien évidemment, la controverse n'a jamais cessé. Il y avait encore des gens qui pensaient que Oscar trichait, entre guillemets, avec ses prothèses. Bon, ça a l'air très moche, mais on va s'en sortir. L'anticerne, ça arrange tous les problèmes. Malgré toutes ces histoires, Oscar a marqué l'histoire en 2012 en se qualifiant pour le 400 mètres et le relais 4x400 aux Jeux Olympiques d'été de Londres. Et c'était le premier double amputé à participer aux Jeux Olympiques, ce qui est quand même plutôt révolutionnaire. Bon, il n'a pas gagné, mais le fait qu'il participe déjà, c'était quand même ouf. C'était vraiment le premier à concourir aux Jeux Olympiques, donc je pense qu'il a inspiré beaucoup de personnes avec cette participation. Bon, là, vous vous dites, ok, est-ce qu'on est en train de regarder une vidéo sur le sport, là? Non. C'est à ce moment-là que ça commence à devenir un peu sombre, comme mes yeux d'ailleurs. Riva Steenkamp est née au Cap en Afrique du Sud en 1983. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est belle, elle était aussi intelligente, avait un diplôme en droit et était aussi mannequin. La meuf a tout en fait. En 2007, elle a déménagé à Johannesburg après avoir été choisie pour être l'égérie de la marque Avon, la marque de maquillage que personne n'utilise selon moi, mais bon. Bon, à cette période de sa vie, sa carrière est en plein essor, elle est super connue en Afrique du Sud, elle est bookée de partout. Et en parallèle, elle s'est inscrite au barreau. Comme je vous ai dit, elle avait un diplôme en droit. Elle devait donc passer le barreau en 2011 pour devenir avocate en 2013. Et elle et son amie avaient pour but de créer un cabinet d'avocats spécialisé dans l'aide des femmes qui sont maltraitées. Ce détail m'a fait trop de la peine. Ça m'a fait trop pitié. Vous allez voir le reste de l'histoire et vous allez comprendre. Enfin, vous comprenez peut-être sûrement déjà, mais bon. En novembre 2012, Riva et Oscar se rencontrent par le biais d'un ami en commun. Apparemment, ils étaient à une sorte d'événement de voiture ou je sais pas quoi. Et directement, c'est le coup de foudre, ils se mettent en couple très rapidement et leur relation devient publique aussi très rapidement. Et à cette époque, en Afrique du Sud, c'était un peu les deux personnalités du moment, tu vois. C'était les gens qui étaient connus mondialement et qui faisaient parler d'eux, quoi. Donc c'était un peu le couple, le couple favori, genre. Et forcément, avec ça, ils ont attiré l'attention des médias qui ne sont jamais loin quand il y a des petits ragots, des petits trucs à dire. Les gens disaient d'eux qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Mais malheureusement, ça va pas durer longtemps parce que leur relation n'a duré que quelques mois avant que le drame ait lieu. On est le 14 février 2013, Oscar se lève pour aller chercher un ventilateur sur le balcon de leur appartement. Et c'est là qu'il entend un bruit qui vient de la salle de bain. Il pense qu'il s'agit d'un cambrioleur et il prend directement son arme et tire 4 balles à travers la porte de la salle de bain. Plus tard, il expliquera aux policiers qu'il pensait que Riva était dans le lit avec lui. Bien évidemment, si on est là, c'est qu'elle n'était pas dans le lit. Il dit qu'il a entendu du bruit dans la salle de bain, genre comme si quelqu'un était en train d'ouvrir la fenêtre. Bon, pour entrer un peu plus dans les détails, Oscar dit avoir entendu du bruit dans la salle de bain, genre comme le bruit de quelqu'un qui essaie d'ouvrir la fenêtre. Il se serait donc rendu devant la porte de la salle de bain sans ses prothèses, donc il marchait sur ses moignons, quoi. Il aura ensuite crié pour faire peur au cambrioleur et qu'il se sauve, et aurait tiré à l'aveugle à travers la porte pour protéger sa petite amie. En fait, son argument principal, c'était que comme il n'avait pas ses prothèses, il avait l'impression d'être super vulnérable, qu'il n'allait pas pouvoir protéger Riva parce qu'il pouvait pas forcément se défendre. Je pense que sans ses prothèses, il devait faire un truc comme 1m30, quoi, je pense. Enfin, j'en sais rien. Et en plus de ça, non, 1m30, j'abuse. Mais bon, vous avez compris. Et en plus de ça, même s'il devait s'enfuir, il pouvait pas parce qu'il pouvait pas particulièrement courir avec ses moignons, quoi. Je sais pas si moignon, c'est mal, genre, de dire ou pas. Dites-moi dans les commentaires. C'est le seul mot que je connais pour un membre qu'on a amputé, mais dites-moi dans les commentaires si c'est comme ça que ça se dit ou pas, d'une manière un peu plus correcte, parce que j'ai l'impression que c'est négatif quand même. Bon bref, à ce moment-là, il retourne dans la chambre et c'est là qu'il se rend compte que Riva n'est pas dans le lit. Et c'est là qu'il réalise qu'il n'a pas tiré sur le cambrioleur, mais sur sa petite amie Riva. En effet, la porte de la salle de bain était verrouillée et derrière elle se trouvait la pauvre Riva, allongée sur le sol. Elle a reçu une balle dans la tête, une dans le bassin et une dans la main. Et apparemment, elle serait morte presque directement parce qu'à l'arrivée des ambulanciers,
quartier, c'était déjà trop tard. Bon, forcément, tout le monde se pose un tas de questions. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'en fait, il a essayé de la tuer et il a inventé cette histoire pour pas se faire attraper? Est-ce qu'il pensait vraiment qu'il était en danger et c'était donc pour se protéger? Et là où les questions vont se poser, c'est par rapport au fait qu'il avait ou pas ses prothèses. Et l'affaire de est-ce qu'il a ses prothèses ou pas, ça va vraiment être un débat. Dans la version d'Oscar, il ne les aurait pas portées tout simplement parce qu'il a agi super précipitamment. Dès qu'il a entendu le bruit, il est directement allé prendre son arme et il s'est rendu devant la porte de la salle de bain. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que d'où t'entends un bruit, tu prends ton arme et tu fonces directement devant la porte et tu tires sans même avoir demandé genre qui est là ou un truc comme ça. Enfin, je sais que c'est grave un truc de film d'horreur de dire qui est là. Enfin, je trouve que c'est la base quand même, surtout quand tu vis pas tout seul. Donc, il est quand même très probable que ta petite amie soit dans la salle de bain. Même s'il est tard, etc., elle peut très bien être allée aux toilettes, quoi. Donc moi, directement, j'ai trouvé ça grave bizarre qu'il réagisse comme ça. Il a suffi qu'il voit la porte fermée et la lumière pour commencer à tirer à travers la porte. Et forcément, beaucoup de personnes vont lui reprocher parce que attends, tu te lèves, t'habites avec ta petite amie, hein. Tu vas même pas t'assurer qu'elle est bien dans le lit avant de tirer comme ça à travers une porte. Mais selon Oscar, c'est justement parce qu'il n'avait pas ses prothèses qu'il a tiré comme ça sans vraiment savoir. Parce qu'encore une fois, il s'est vraiment senti en danger, quoi. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. Bon, bien évidemment, les médias se jettent sur l'affaire et tout le monde en Afrique du Sud et partout dans le monde est complètement choqué, abasourdi, stupéfié, tout ce que tu veux. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma mère parce que moi, j'étais un peu jeune, donc j'ai pas vraiment calculé à ce moment-là. Et que ouais, elle se souvenait bien des articles qui étaient sortis à ce moment-là pour raconter ce qui s'était passé avec Oscar. L'ex-petite amie d'Oscar, son nom est Samantha Taylor, va témoigner et dire que durant leur relation, Oscar se mettait en colère très rapidement et qu'il criait souvent sur elle et sur sa famille. Allez savoir, franchement. Elle a même ajouté qu'Oscar l'avait trompé plusieurs fois et qu'il se déplaçait toujours avec son arme. Elle a ajouté qu'il avait vraiment des problèmes de colère car parfois quand il était super énervé, il prenait son arme et il tirait dans les airs. Bien évidemment, après tout ça, la famille de Riva a vraiment commencé à douter qu'il s'agissait d'un accident. Mais certaines personnes étaient persuadées qu'Oscar avait juste fait une erreur, qu'il essayait vraiment de se protéger lui et sa petite amie, et que voilà, tout ça n'était qu'un simple accident, quoi. De l'autre côté, certaines personnes pensaient que c'était un véritable meurtrier et qu'il montrait enfin son vrai visage. Le 3 mars 2014, le procès d'Oscar Pistorius a commencé et il s'est déroulé devant la haute cour de Pretoria. L'accusation soutient que le meurtre était prémédité. Et ils ont quand même de sacrées preuves, les voisins d'Oscar. Ils disent avoir entendu une dispute entre Oscar et Riva aux alentours de 3h du matin, suivie par des coups de feu. Certains des voisins disent même avoir entendu une femme crier avant les coups de feu. Mais sa défense a bien évidemment dit que c'était Oscar qui criait pour faire peur aux cambrioleurs. Le procès a fait sensation sur les médias. Il y en a plein qui ont dû s'en mettre plein les poches avec cette histoire. Bien évidemment, d'un journal à l'autre, les preuves et les choses qui étaient dites étaient bien différentes et du coup, les gens ne savaient vraiment pas quoi croire. Le grand débat à ce moment-là, c'était de savoir, bon ok, est-ce que si il a ses prothèses, ça veut dire que c'est prémédité et que genre il s'est préparé pour aller la tuer, quoi? Ou bien est-ce que le fait qu'il n'ait pas ses prothèses montre qu'il s'est levé en panique et qu'il a réagi super vite? Pour vous dire, la défense a amené la porte de la salle de bain au procès pour montrer l'angle des valves qui était plutôt bas et qui prouve donc qu'Oscar n'avait pas ses prothèses à ce moment-là. Parce qu'en vrai, il aurait très bien pu les retirer juste avant l'arrivée de la police. Mais bien évidemment, ils ont argumenté en disant qu'Oscar se sentait très vulnérable sans ses prothèses et c'est donc pour ça qu'il a réagi aussi vite et aussi mal, quoi. Il y a quand même un truc qui est vachement bizarre, c'est que Riva avait emmené son téléphone dans la salle de bain. Bon, il est 3h du matin et apparemment ils étaient au lit tous les deux, donc à moins qu'elle se lève pour aller faire pipi ou un truc comme ça, mais en réalité à part ça, il n'y a pas vraiment de raison d'aller à la salle de bain à cette heure-là. Surtout une fois que t'es déjà couché. Donc le fait qu'elle ait son téléphone avec elle, pour eux, c'était quelque chose de très étrange. Bon après, je sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'aller aux toilettes avec mon téléphone pour utiliser le flash et pas allumer genre toutes les lumières. Écoutez, apparemment à cette époque-là, ils trouvaient ça vraiment bizarre qu'elle ait son téléphone avec elle. Et bien évidemment, l'accusation va utiliser ce détail pour dire que Riva avait peut-être son téléphone pour appeler à l'aide. Parce qu'ils étaient en train de s'embrouiller, qu'elle a vu qu'Oscar devenait violent, il l'a peut-être même menacé, il lui a dit je vais te tirer dessus ou je sais pas quoi. Et donc elle a pris son téléphone, elle a couru dans la salle de bain, s'est enfermée pour appeler à l'aide. Et peut-être même que la fenêtre qui s'est ouverte, c'est Riva qui a ouvert la fenêtre pour tenter de partir, genre, je sais pas. En fait, je sais pas. Genre, on sait pas, il a pu... Malheureusement, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé parce qu'elle n'est plus là pour nous le dire. Et ce que la défense a osé dire, c'est que c'était une femme et que toutes les femmes sont collées à leur téléphone H24 et c'est donc pour ça qu'elle avait son téléphone dans la salle de bain. Ok. La défense a d'ailleurs ajouté que, en apparence, tout allait bien dans leur couple parce que, comme je vous l'ai dit, c'était la Saint-Valentin et ils venaient de s'offrir des cadeaux. Donc pour eux, ces pauvres cadeaux étaient un signe que tout allait bien dans leur relation et qu'Oscar avait aucun intérêt ou aucune intention de tuer Riva.
Pour moi, ça veut absolument rien dire. Il aurait très bien pu péter un plomb d'un coup et vouloir la tuer. Cadeau ou pas, en fait. C'est complètement ridicule pour moi, cet argument-là. Ils ont ajouté qu'Oscar souffrait d'anxiété et que ça le rendait hyper vigilant et qu'il paniquait facilement. Bon, ça, ok, je veux bien. En plus, avec son handicap, ok. Juste le fait qu'il se réveille comme ça et qu'il tire dans la porte sans aller vérifier qu'elle soit bien dans le lit, c'est grave suspect. L'accusation a donc fait valoir que dans tous les cas, qu'on parle de Riva ou pas, Oscar savait, ou en tout cas croyait qu'il y avait un être humain dans la salle de bain. Et qu'il a quand même tiré, donc qu'il avait l'intention de le tuer. Selon eux, son plan était clairement de tuer le cambrioleur qui se trouvait dans la salle de bain. Encore une fois, ça c'est si on part du principe qu'il voulait vraiment se protéger d'un cambrioleur. Et selon eux, c'est pour ça qu'il devait être puni pour meurtre. Le verdict du procès s'est donc tenu le 11 septembre 2014. La juge Thokozile Masipa a rendu un verdict très controversé. Elle a accusé Oscar d'homicide involontaire en citant le fait qu'il n'avait pas prévu la possibilité que quelqu'un meure à la suite de ses actes. Parce qu'on est d'accord pour dire que si tu as une arme et que tu tires vers ou sur quelqu'un, il y a quand même de grandes chances que cette personne meure. Mais bon, elle l'a quand même déclaré coupable pour homicide involontaire. Et la raison, c'est que le juge a statué que l'accusation n'avait pas prouvé qu'il avait l'intention de tuer Riva ou quelqu'un d'autre. Oscar a donc été condamné à 5 ans pour homicide involontaire et 3 ans supplémentaires pour une affaire d'armes, donc peut-être qu'il n'avait pas le droit d'avoir cette arme-là chez lui, je sais pas. Son équipe a essayé de convaincre le juge de lui donner une assignation à résidence, mais le juge a décidé qu'il devait purger une peine derrière les barreaux pour envoyer un message à la société. Encore une fois, l'opinion publique était très mitigée. Certains ont estimé que justice avait été rendue, et d'autres pensaient que la peine était beaucoup trop clémente. Et le débat sur le fait de savoir si Oscar était un meurtrier ou bien juste un mec qui avait fait une erreur a continué à faire parler. Bien évidemment, l'accusation n'était pas du tout satisfaite avec cette peine. Et en décembre 2015, la Cour suprême a fini par annuler la condamnation et a déclaré Oscar coupable pour meurtre. En juillet 2016, la même juge, donc Madame Masipa, on va l'appeler comme ça, a donc condamné Oscar à 6 ans de prison pour meurtre. Et oui, je sais, 6 ans, c'est un truc de fou. Mais il faut savoir qu'en Afrique du Sud, bien évidemment, les lois et les peines sont très différentes. Mais il s'avère que le minimum pour un crime, c'est quand même 15 ans. Et là, encore une fois, il y a eu plein de questions, il y a eu plein de personnes qui n'étaient pas contentes de cette peine. Mais la juge a décidé de justifier le fait que cette peine soit si faible par le fait que Oscar soit handicapé et qu'en plus, il ait énormément de remords. Mais non, c'est toujours pas fini. Les procureurs ont encore une fois fait appel en disant que la peine était toujours trop clémente. Et c'est finalement en novembre 2017 que la Cour suprême a augmenté la peine d'Oscar à 13 ans et 5 mois. Il s'en sort quand même super bien. En novembre 2013, donc 6 ans après que la Cour suprême ait rendu sa sentence finale, on nous a annoncé qu'Oscar Pistorius sera libéré. Alors franchement, allez savoir comment ça s'est passé ça. Pour moi, il y a un peu d'argent dans l'histoire, mais enfin bon. La commission des libérations conditionnelles a fixé sa libération au 5 janvier 2024. Donc depuis le début de l'année, Oscar est un homme libre. Ces conditions de libération conditionnelle étaient considérées comme relativement strictes. Pour moi, franchement, c'est rien, mais bon. Il a dû emménager avec son oncle et participer à des séances de thérapie. Jusque-là, il y a quand même rien de bien grave. Il devait aussi participer à des programmes de gestion de la colère et à des programmes sur la violence commise sur les femmes. Il devait aussi effectuer des heures de service communautaire, l'équivalent des TIG en France. Oups! Et il est également soumis à des visites inopinées par les services de justice jusqu'à la fin de sa peine, donc 2029. Il n'est pas autorisé à parler aux médias, mais son avocat a quand même mentionné que la libération conditionnelle d'Oscar lui accorde un certain temps limité par semaine pour qu'il assiste à des engagements professionnels, je sais pas ce que c'est, et qu'il aille à l'église. Il en a bien besoin. Et franchement, je me demande comment il gagne sa vie du coup, parce que là, sa carrière, c'est fini pour lui. Ce qui est un peu frustrant dans cette affaire, c'est qu'on saura jamais s'il avait l'intention de tuer Riva ou pas finalement. Bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte de connaître votre avis sur cette affaire dans les commentaires. J'ai mis un peu trop de temps à me maquiller aujourd'hui parce que, vous voyez, j'ai même pas fini là. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, laisse un like et un commentaire pour me le faire savoir. Fais-moi aussi savoir si t'as d'autres détails dont je n'ai pas parlé dans la vidéo parce que je suis grave curieuse sur cette affaire. Prends soin de toi et que Dieu te garde, je te fais de gros bisous et on se dit à la prochaine.